Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles et de nous suivre chaque matin sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa à travers votre magazine Kiosque, des analyses pertinentes avec le professionnel de médias et des experts. Alors, ce matin, nous avons 3 sujets. Madame, Messieurs, nous allons parler de la réunion du mécanisme national de surveillance de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération par la République démocratique du Congo et la région qui va se tenir à partir de demain à Bujumbura. Ce sera en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les attentes par rapport à cet accord qui a été signé le 24 février 2013 au sortir du premier conflit entre Kinshasa et les rebelles du M23. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Autre sujet d'actualité, l'Organisation internationale de la francophonie a renoncé à l'audit du fichier électoral externe de la République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet de Louise Mushikiwabo l'a fait savoir au président de la CENI, Denis Kadima. Analyse et commentaires, c'est kiosque. Entre-temps, le président de la CENCO évoque une alternative efficace, objective et crédible par rapport à cet audit. Vous aurez des analyses quant à ce. Et la journée internationale de la liberté de la presse était célébrée hier à travers le monde. En RDC, il y a eu une cérémonie au fleuve Congo Hôtel présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appelé les professionnels des médias à des débats politiques sains en cette période de préparation des élections de décembre 2023. Il y a également les discours du président de l'UNPC, Gabi Kouba, qui a appelé les professionnels des médias à retirer les micros, des caméras, la plume de la conspiration contre le pays, et d'autres discours également, notamment des GED, du ministre de la Communication des médias et des CESAC. Nous allons les analyser tout au long de ce magazine avec nos 3 invités. Nous avons Tite Lyongué, bonjour. Bonjour madame, merci de nous associer, on est là pour réfléchir. Les sujets présentés semblent surtout retenir notre attention, alors que plusieurs voix s'élèvent sur en ce moment humble avis. Je n'ai pas une contradiction où les gens ne saisissent pas très bien sur la question liée à l'organisation des élections et surtout précisément sur l'audit sur les fichiers électoraux. Comment est-ce que l'EIF s'invite, le Rwanda? Donc je crois que ce sont des moments importants. Nous laissons la première de la question à votre auguste personnalité pour que nous puissions répondre à ces différentes questions. Merci. Deuxième invité, c'est Nikes Moujani. Bonjour. Oui, bonjour Madame Gisèle, on est là. Les ingénieurs de la société spécialisée en traitement d'informations que nous sommes, c'est notre devoir de venir ici faire une véritable analyse, une radiographie des faits des sociétés. C'est ça notre travail en tant qu'ingénieur spécialisé en traitement d'informations, madame. Nous sommes là pour tous nos téléspectateurs et nos auditeurs. Alors, en face de vous, il y a Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Nikes, bonjour Vito. Je suis content, je vous souhaite d'emblée une bonne fête pour la journée internationale de la liberté de la presse. Merci. Je suis très sûr que vous devez être content parce que apparemment, quand j'entends la plupart des journalistes, vous avez gagné une marche vers le sommet. Donc nous espérons qu'à partir de ce moment, la presse va donner des livraisons qui soient à la hauteur de leur tâche. Alors, de gagner la marche vers le sommet, vous parlez, je crois, du rapport de Reporters sans frontières qui classe... Non, le rapport, je parle de la loi. De la loi, vous parlez de la loi. Exactement, alors, la loi. de choses différentes. Essayer de vous remettre un peu dans vos droits et j'espère que la desserte en termes d'information va s'améliorer et j'espère que vous allez effectivement conquérir le quatrième pouvoir que vous êtes. Alors, moi, je parlais du rapport des Reporters sans frontières. 124e place sur 180. On dit qu'il y a des avancées en termes de liberté de la presse. On a suivi le secrétaire général de GED qui dit que la gouvernance de Félix Tshisekedi a quand même fait des avancées dans ce sens-là. Vous êtes d'accord avec ça par rapport à la réalité sur terrain? Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, madame, qu'est-ce qui nous fait reculer très souvent? Ce sont les violations du droit de la presse, pratiquement, à l'Est par les rebelles. Tout ça s'est mis sur la tête du gouvernement congolais, parce que c'est la République démocratique du Congo. Mais en réalité, quand vous voyez les violations
sensiblement diminué du côté des services publics, du côté de l'armée, et tout ça. Il y a des améliorations sensibles. Le problème, c'est que du côté, n'est-ce pas, des rebelles, du côté de M23, c'est sur le dos, justement, de la République démocratique du Congo. C'est ce qui nous fait reculer. Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des améliorations sensibles et visibles. Vous voyez que quand Gênes en parle, ça veut dire qu'il est suffisamment indiqué pour en parler, et nous espérons, nous en faisons foi. Mais l'entrave, ce n'est pas seulement du côté des rebelles, mais c'est aussi quand le gouvernement, par exemple, s'attaque aux journalistes. Est-ce que ce n'est plus le cas avec cette gouvernance? Je dis ceci, qu'il y a des améliorations. Je ne dis pas qu'on a mis fin pratiquement à toutes ces violations du droit de la presse. Non, il y a des améliorations sensibles. Et ça, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que des bavures ne manquent jamais. Je considère ça comme des bavures. Ça ne manque pas. C'est pourquoi je t'ai dit que la plupart des cas qui sont mis à la tête de la République démocratique du Congo, à l'intérieur, il y a aussi les cas, n'est-ce pas, de M23 qui violent aussi les droits de la presse, voyez-vous? Et tout ça, c'est sous le dos de la République démocratique. Du coup, ça nous fait manquer de points, effectivement, dans le classement de c'est quelle organisation internationale? RSF, oui. RSF, c'est ça, en fait. Alors, le chef de l'État a promis des sanctions par rapport à ces bavures. Il dit que ça ne restera jamais impuni. Des sanctions du côté de rebelles qui s'attaquent aux journalistes. Est-ce que vous croyez à cela? Écoutez, madame, d'abord, il faut dire à haute voix que la République démocratique du Congo, depuis l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, il y a cela 4 ans, il y a une nette amélioration sur la participation ou la gouvernance de la presse, c'est-à-dire la liberté des presse dans le monde. Alors que la République démocratique du Congo qui courait 157e et aujourd'hui dans les 120, et en une année, on a encore bénéficié d'une place. Ce sont des indicateurs performants pour dire que c'est vrai, beaucoup ont été faits, et également il faut améliorer la gouvernance. À ce qui concerne la célébration de la journée, vous avez vu, on a eu pratiquement deux axes. Deux axes. Le premier axe était par rapport à la liberté de la presse en République démocratique du Congo, sous l'avènement de l'agression, et en deuxième lieu par rapport à la nouvelle réglementation du 13 mars. Comme vous savez, il y a une nouvelle réglementation qui est en train de régir la presse, la participation des journalistes, la liberté de presse. Ce sont les moments importants. Pour dire que le chef de l'État, Ansoni, a demandé qu'il y ait des sanctions. Au-delà des sanctions, Félix Tshisekedi aussi a encouragé. Vous avez vu au niveau du CESAC, par exemple. Depuis lors, on n'a pas senti le travail de CESAC. Le CESAC qui est appelé, non pas seulement à travailler dans le cadre de la régulation du programme de médias, encourager la formation, le renforcement des capacités. Ce sont des choses qu'on n'a jamais vues. Parce que si vous voulez sanctionner quelqu'un, n'oubliez pas que, madame, aujourd'hui, avec la mutation, avec la modernisation que les médias sont en train de connaître aujourd'hui, il est aussi important de travailler sur la formation des directeurs de programme, des rédacteurs en chef, et également, même par moment, au patron. Parce que vous pouvez voir aujourd'hui le patron de médias qui comprenne, je dis, rien sur la gouvernance du média. Il ne sait pas que les journalistes doivent être payés. Ils ne savent pas que les journalistes, dans leur manière de travailler, ils rencontrent de tels problèmes, même de transport, de stress. Tout ça sont des moments. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, beaucoup de choses ont changé. J'ai aimé avec le gouvernement actuel où la loi sur le numérique, le code numérique a été placée pour, au-delà de la surveillance, mais également aussi voir dans quelle mesure on peut sanctionner. Parce que tu peux voir quelqu'un qui s'est réveillé le matin, madame, qui s'est dit je suis journaliste, en prenant pratiquement sa plume, commencer à rédiger des trucs à telle enseigne qu'on va même oppresser son autrui. C'est ça un peu le problème. Là où votre liberté se limite, sache que la liberté de l'autre aussi peut commencer. On sent dans notre métier beaucoup de libertinage. Mais il y a la loi qui est là, la loi sur l'exercice voilà un peu ça. des journalistes. La loi vient faire quoi? La loi vient renforcer le mécanisme de fonctionnement. Parce que vous savez, on dit, le fait précède le droit. C'est-à-dire, on a constaté que les gens se sont mal conduits. Et il n'y avait pas un arsenal juridique pour réguler. Et voilà pourquoi le professionnel de médias devait se mettre quelque part. Et comme le gouvernement aujourd'hui a accepté d'accompagner la presse, je dis bien, le fait d'accepter, ce sont déjà des indicateurs de bonne foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on voit également comment on peut remercier. Regardez par exemple hier, on a dit, le média était face au président de la République. Quel genre de médias vous avez vu? C'était plus des acteurs politiques. Ce n'est pas le média pluriel. Je suis sérieux de ce que je dis.
C'est comme si on a choisi selon les esprits. Ça ne se fait pas comme ça. Est-ce que vous connaissez d'abord le paysage médiatique, comment les acteurs interviennent? Ça, c'est un. Deuxièmement, les journalistes qui évoluent également comme étant des acteurs ou des astres singuliers. Et en troisième lieu, des influenceurs qui peuvent influencer. Et lorsque le système ne maîtrise pas ces cartons, c'est là que se pose la difficulté. Vous avez vu le président français venir ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait qu'en République démocratique du Congo, les Congolais aiment la musique. Il ne parle pas loin. Il appelle Maître James, il appelle Fali Poupa, il appelle les autres. Donc pour dire que je ne peux pas descendre dans la République démocratique du Congo sans pour autant me rassurer que j'ai les gens qui peuvent influencer la masse. Et c'est comme ça que cela doit se faire. Donc, à l'invitation, le chef de l'État était avec un poignet de journalistes. Je n'ai pas dit tous. Madame, tu étais là? Non. Avec tout ce que CCTV est en train de faire aujourd'hui, avec ce que Kiosque est en train de fournir comme mobile de communication, de sensibilisation. Donc, il y a encore un problème. C'est pourquoi nous disons, là où le gouvernement, l'État fait un effort pour arranger des choses, il faut également qu'il y ait une pression afin qu'on améliore. L'amélioration de la gouvernance, c'est aussi la considération. Je suis désolé par moment, lorsque le chef de l'État était là, pour parler, il faut attendre la presse internationale. Alors qu'il y a des grands journalistes ici, il y a le Nikes qui est là, qui a fait le nom. C'est le même Nikes qu'on a connu. C'est le même Nikes. C'est le même Kiba Bichito qu'on a connu. C'est le même Serge Seka qu'on a connu. Un Serge Seka qui est absent. Un Tite Léo qui est absent. Donc, on doit cesser cette histoire de pembénisation. C'est-à-dire, mis à part, on ne peut pas gérer la République comme ça, madame. Si vous voulez que nous soyons en face d'un ordre établi, la première des choses, la considération des valeurs internes. La deuxième des choses, mettez en face un cadre propice pour bannir tout ce qui est la ségrégation intellectuelle. Le président de la République a la volonté, mais au-delà de la volonté, il faut également des mécanismes sûrs. La population pour que nous, on sache qu'effectivement, au-delà de ça, la vie. Mais du moins, on doit dire à haute voix qu'avec le régime actuel, il y a une volonté de faire. Mais au-delà de la volonté, il faut améliorer la gouvernance. Merci. Il y a une volonté, il y a de l'amélioration, mais il y a aussi dans le discours, par exemple, du président de l'NPC qui appelait à retirer les micros et les caméras de la conspiration contre le pays. Et les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a également interpellé les journalistes, les appelant à des débats sains, surtout en cette période post-électorale. Nikes Moujani, vous voyez que préélectorale, voilà, nous sommes vraiment, la balle est dans les corps maintenant des journalistes. Hein. Bien sûr, il appartient à notre gouvernement de bien comprendre que la passerelle de l'information passe par les médias où il y a des professionnels, tels que l'a souligné Tité. Vous savez, dans une cuisine, on ne donne pas la cuillère aux petits-enfants, il faut la donner aux adultes qui savent bien gérer et la casserole et le feu. Et c'est le cas des médias. Donc, tel que Tité l'a souligné, lorsque le chef de l'État veut communiquer, il doit savoir, avec ses services, approcher les journalistes. Ce qu'il aborde là, c'est de façon vague que les journalistes ils sont appelés à beaucoup de responsabilités par rapport aux enjeux électoraux. Il appartient au service du chef de l'État de pouvoir approcher les journalistes en les conviant parfois à des séances de travail, qu'écoutez, nous devons prendre telle direction par rapport à cet instant. Ça, c'est très important. Si on dit aux journalistes simplement de façon vague, écoutez, soyez responsables et gérez bien vos propos pendant cette période, ça ne suffit pas. Les services, Eric Niendou, les services de communication du chef de l'État doivent approcher les médias du genre CCTV pour dire qu'écoutez, tel média, entrons en danse par rapport... Vous savez, quand les grands médias prennent les devants, les petits médias vont suivre les pas. Quelqu'un, un reporter qui fait comme si c'est le bruit là sur l'internet en donnant des fausses nouvelles. Mais quand les grands journalistes, les médias qui ont pied sur terre, haussent les tons, donnent la voix, comment il faut communiquer en cette période, tous les petits là sont obligés de nous suivre. Ça ceci dit. Bien, alors, pour la journée des libertés de la presse, je reviens à ça, madame. Je vais prendre un autre angle, c'est celui de la responsabilité de nous, journalistes. J'en appelle que les journalistes puissent bien tout le temps revoir la charte de Munich pour ne pas ouvrir la porte aux prédateurs de la presse.
Nous-mêmes, nous devons avoir dans notre poche la charte des Munich qui régit notre profession. Les journalistes sont appelés à beaucoup de responsabilités. Parce que lorsque nous nous comportons légèrement, je vois des cas de figure, par exemple quand un journaliste vend des reportages, et là où il y a des forces de l'ordre, c'est comme des mouches, et les policiers bousculent facilement les journalistes. Quand bien même leur gilet indique bien que ça c'est les médias, ça c'est... La police s'en fout. Combien de journalistes rentrent blessés des reportages? Qui les blessent? Ce sont souvent des forces de l'ordre. Il appartient au chef de l'État de demander aux forces de l'ordre que quand vous voyez les gilets des journalistes, respectez ces gens-là. Sans journalistes, pourquoi on nous appelle quatrième pouvoir? Quel est ce pays qui va vivre sans les journalistes? Nous, journalistes, d'un côté, restons accrochés à la charte de Munich pour ne pas ouvrir la porte aux prédateurs de la presse. Et ensuite, que le gouvernement, par rapport aux enjeux, je suis content, par rapport aux enjeux, que le gouvernement, ses services organisent, qu'il y ait des grands médias qui doivent prendre une orientation à donner aux petits médias par rapport aux enjeux actuels. Ça, c'est tout à fait évident. Vous savez qu'il y a des jeunes qui n'ont jamais fait de reportage politique. Ils sont en train de tâtonner. Ces jeunes-là ont besoin de notre encadrement. Nous devons bien faire notre travail en prenant les jeunes qui terminent à l'IFASIC, qui viennent par-ci par-là, à bien les rôder, pour qu'ils arrivent bien à respecter la charte des Munich, pour que les choses marchent très bien. Et je remercie le chef de l'État parce que je vis que cette fois-ci, son gouvernement a quand même une attention particulière à nous journalistes. Il a nommé beaucoup de journalistes à des fonctions. Donc c'est une illustration qu'il suit attentivement les analyses des journalistes, et surtout ici sur CCTV. Et ça, c'est une bonne chose. Beaucoup de journalistes aujourd'hui occupent des fonctions ministérielles, d'autres fonctions dans les institutions. Cas de figure, nous avons Mouyaya, nous avons Kabulo, Wana Kabulo, et prendre aussi les autres, Serge Kabongo, qui sont de l'autre côté dans une autre institution. Ça, j'ai un coup de chapeau, M. Félix Tshisekedi. Je crois que vous n'êtes pas sorti par les claustras. Vous êtes encore devant la porte et tous les journalistes peuvent bien accompagner votre politique si vous nous regardez dans les yeux et nous aussi, on vous tient dans la main. Alors, il y a une question qui a attiré mon attention hier, hein. C'était celle du secrétaire général du GED qui a posé au chef de l'État, si vous êtes réélu à la fin de cette année, qu'est-ce que vous ferez pour la presse et que vous n'avez pas pu le faire lors de votre premier mandat? Alors, la question, je la pose à vous. Qu'est-ce qu'il a déjà fait, selon vous, le chef de l'État à la presse, et qu'est-ce qu'il devra faire s'il est réélu? Bon, ce qu'il a déjà fait, actuellement, je suis conscient qu'il y a moins de décès de journalistes par répression. Il y a moins de journalistes dans les prisons, contrairement au régime nazi de Joseph Kabila, qui jetait tous les journalistes comme des cafards dans des cachots, on vous ligote, tout et tout. Ça, c'est le premier pas. Aujourd'hui... Moins, mais il y en a quand même. Il y en a, oui. Et c'est ça que Tite a souligné ici, tout comme mon ami Kongolo, qu'il faut encore fournir des efforts. Il doit fournir des efforts. Dans quel sens, concrètement? Concrètement, il faudrait laisser aux journalistes de rester dans leur travail. Vous savez, c'est comme dans la circulation routière. Il y a des bandes. Chaque chauffeur reste dans sa bande. Mais on se regarde dans le rétroviseur, qui est derrière moi, et puis devant, je vois. Il faudrait qu'on laisse les journalistes faire leur travail. Sans manipulation. Sans manipulation. Et les manipulateurs sont les politiciens. Ces gens-là veulent qu'on dise... Ce sont des gens qui disent... Et ils veulent que les journalistes disent ce qu'ils veulent. Ça, je ne suis pas d'accord. Qui incombe la faute? Ça, je ne suis pas d'accord. Ils disent aux journalistes de dire ce qu'ils veulent. Or que ce n'est pas ça. Les journalistes ne se contentent que des faits. Dernièrement, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai dit, la journée d'hier, j'ai dit, un journaliste est allé interviewer un serpent. Il demande au serpent, mais toi, on m'a dit, tu as donné la pomme à Ève. Et le serpent a dit, mais... Puis un journaliste, regarde-moi, avec quelle main moi je vais tenir la pomme et donner ça à Ève? Vous êtes journaliste, allez au jardin d'elle, vérifiez le fait. Vous comprenez? Tite, là, il peut demander la parole avant que je donne à Joseph Kongolo. Oui. J'ai aimé, merci Anne Chiquez, mais ce qui est vrai, c'est que si le chef de l'État pose la question aux journalistes, qu'est-ce qu'il peut faire? Faut faire non, ce sont les journalistes qui ont posé. Il faut faire très attention. Non, la question a été posée, c'est Chivis qui a posé au chef de l'État. Et cette question vaut la peine. Pourquoi? Parce que si le gouvernement ou le régime peut s'attendre aux journalistes un service de qualité, attention avec l'achat de conscience. Très important. Parce que c'est un métier très dangereux. Si tu peux voir aux États-Unis, par exemple, ou en France, c'est vrai que le journalisme fonctionne avec un esprit qu'on appelle le patriotisme. Il y a des choses que les journalistes patriotes ne peuvent jamais faire. Je donne un exemple. La RDC est en guerre avec
le Rwanda sous son supplétif, le M23, tout Congolais, journaliste ou pas, vous êtes revêtus de ces scaphandres-là. J'insiste bien de cette nature de défendre, et je termine pour dire que qu'est-ce que Félix Tshisekedi peut faire pour le reste de son programme? La première des choses, la prise en charge. On ne prend pas en charge les journalistes partout au monde. La Constitution est claire. Les institutions privées qui travaillent dans le cadre de l'organisation fonctionnement, dans le cadre de la formation des citoyens, l'État congolais est appelé à subvenir à leurs besoins. Voilà pourquoi, madame, il y aura pas là, ce ne sera pas une sorte d'achat de confiance. Non, la subvention, d'abord, c'est quoi? D'ailleurs, c'est constitutionnel. Parce que comme nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de former le public. Ce n'est pas notre travail. Le gouvernement a des moyens qu'il est en train de prendre de perception de l'impôt et consort pour faire ce travail. Mais l'organe CCTV, à travers son émission, Kiosque et nous, les consultants, nous travaillons pour former. N'oubliez pas, les journalistes doivent d'abord, premièrement, être formés et informés. Et c'est de cette formation, l'information, qu'on peut traduire la formation auprès de ceux qui nous suivent. Ça, c'est un élément très important. Et pour que vous ayez la formation, non pas que vous-même, vous ayez la facilité d'avoir la formation, que le gouvernement aussi favorise, à travers le moment, la livraison de l'information à temps réel, et aussi, je parle de Mazuma, c'est-à-dire mettre les moyens disponibles aux médias qui sont en train de travailler. Aujourd'hui, quels sont les médias en dehors des ORT, la RTNC, qui bénéficie des subventions de l'État? Et cette RTNC, les gens ne suivent que rien que l'information. Après l'information, les gens zappent. Est-ce que le gouvernement est conscient de ça? Et face à cela maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi, madame, toutefois, j'ai toujours demandé qu'on ait des indicateurs qualificatifs qui permettent à ce que, est-ce que le public donne un intérêt particulier à ce que nous sommes en train de fournir? Donc, c'est la chose essentielle que le chef de l'État à la question de Tivis Tivoadi, la première des choses, au-delà des sanctions, il faut voir comment subvenir le média. La deuxième des choses, renforcer la capacité de médias. Et la troisième des choses, la gouvernance. Si ce triangle-là est très bien défini, je crois que vers les années à venir, nous serons en face d'une presse responsable et qui peut accompagner le processus de développement de la RDC. Non pas du régime, mais on dit de la RDC. Merci. Joseph Kongolo va récupérer son temps. Hein, oui, vous répondez aussi à cette question? Oui. Juste quelques éléments qu'il faut ajouter, même si je ne suis pas du secteur. Je crois qu'on a parlé du financement de la presse. De la même manière que les partis politiques doivent être financés, de la même manière la presse, parce qu'ils font ce qu'on appelle l'utilité publique. Ce qu'ils font, ce que la presse fait, ça relève de ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les services d'utilité publique. Ça aide les masses à s'améliorer, ça forme le citoyen qui est le personnage idéal pour vivre dans une société qui se développe. Et la presse fait ce rôle, ce service d'utilité publique. Et par conséquent, l'État peut financer. Mais avant de financer, n'est-ce pas, les médias, je crois qu'il faut d'abord assainir le secteur lui-même. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de salubrité, n'est-ce pas? Il faut assainir le secteur. Et ça, ce n'est pas le travail du gouvernement, ce n'est pas le travail non plus du président de la République. Vous avez plusieurs organisations qui vous organisent, vous avez CESAC, vous avez d'autres syndicats des journalistes et tout ça. Le ministre a évoqué la question. Effectivement, c'est à vous maintenant d'assainir le secteur de manière à vous mettre en position, n'est-ce pas, de puissance pour que l'État puisse, n'est-ce pas, financer ce secteur. Donc vous devez vous-même, il y a aussi un travail. Avec la vitesse des réseaux sociaux, ça sera possible, ça fait partie de la presse, madame, vous devez faire un effort pour mettre de l'ordre. Ça fait partie de la presse. Mettez de l'ordre dans ce secteur. La loi est sortie, je crois, elle gère aussi, oui, la presse sur la toile. Je crois que c'est à vous aussi de vous organiser et d'assainir le secteur pour que l'État soit en position de pouvoir, n'est-ce pas, vous financer. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous avez parlé quelque part, un peu que l'État, les politiques veulent qu'on dise ce qu'ils veulent, mais n'oubliez pas que vous êtes dans un rapport de force. Vous savez que la presse dans le monde entier, face aux politiques, face aux grosses affaires, vous êtes toujours en rapport de force. Vous comprenez? Donc, il faut savoir se maintenir, avoir une personnalité, n'est-ce pas, pour pouvoir résister à tous les assauts. Vous ne pouvez pas... Face au sous, face Absolument, vous devez résister si vous voulez faire un travail correctement. C'est ça. Parce qu'en fait, vous n'allez pas refuser à un politique de ne pas influencer. Son rôle, c'est d'influencer. Le politique, son rôle, c'est d'influencer. S'il faut influencer les médias, tant mieux. Influencer la population, tant mieux. C'est ça son rôle. Donc, si vous êtes facile à manipuler, eh bien, la politique va vous influencer. Il n'y a pas de loi qui vont gérer ça. Il n'y a pas de loi. Donc, c'est à vous de faire votre travail en respectant votre éthique et surtout des objectifs. Eh bien, c'est dans ce sens-là que nous soulignons tout le temps
un journaliste doit être militant du journalisme et non journaliste et militant. Voilà. Donc, parce que la plupart des cas, je suis en train de constater ici, les journalistes prennent les casquettes des différents politiciens qui leur donnent l'accès dans leur poche. Voilà. Non, nous devons rester militants du journalisme et non journalistes et militants pour bien résister à cette pression dont parle mon ami Congolo. Nous devons être indépendants. Je donne un cas de figure. Il est difficile parce qu'il y a des journalistes, moi je connais un vieux par exemple qui dit, écoutez, ce journaliste-là il s'attaque à moi, mais c'est moi qui paye son loyer. Et dernièrement il avait un problème de la maternité avec son épouse, je suis intervenu. Mais aujourd'hui comment il s'attaque à moi? Ça sont des choses à bannir, nous journalistes. Bien, un autre élément, je voudrais ajouter, madame, et je termine par là. Un autre élément, c'est que quand Chivoadi pose la question au président de la République, qu'est-ce que vous allez faire demain pour la... Je crois que c'est une question mal posée. Ça, c'est mon avis. Une question très mal posée. Le président n'est pas spécialiste du journalisme. Il n'est pas obligé de fouiller pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour une presse indépendante, une presse... Non, c'est à lui, comme spécialiste des médias, de dire au président de la République, après avoir franchi le premier pas, voici le deuxième, le troisième et le quatrième pas. Je crois que c'est ça. C'est à vous qui connaissez le métier, qui connaissez les méandres du métier, qui connaissez là où vous amenez votre métier. C'est à vous absolument, c'est à vous de faire des propositions. Voici la prochaine étape, c'est celle de faire ceci, cela, ainsi de suite. Alors quand vous demandez au président de la République, qu'est-ce que vous allez faire pour la presse demain, eh ben, il ne vous répond pas. Il ne vous répond pas ou il va tout simplement vous distraire. Mais c'est à vous, en tant que professionnel de médias, de dire au président de la République, voilà, après la loi, après ceci, voici ce que nous voulons maintenant pour avoir une presse réellement indépendante. Voici ce que nous voulons, ainsi de suite. Donc c'est à lui. Je crois que la question, personnellement, je considère que la question a été mal posée. C'est à lui maintenant de dire au président de la République, après la loi, après tel, après ceci, voici ce qu'il faut, voici la prochaine étape, et l'étape suivante, et l'autre étape, c'est celle-là, pour atteindre, n'est-ce pas, une presse qui soit indépendante, une presse digne, n'est-ce pas, du Grand Congo. Voilà. Merci Joseph Congolo. Alors on passe à la réunion du mécanisme national de surveillance de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Je reste avec vous. L'accord a été signé en 2013 au sortir du premier conflit entre la Kinshasa et les rebelles du M23. 10 ans après, on se revient encore sur la table. Quelles sont vos attentes par rapport à cela? D'abord, madame, vous savez, cet accord, comme plusieurs autres qui n'ont pas produit suffisamment de résultats sur le terrain, je suis en train de me poser des questions si les acteurs signataires, n'est-ce pas, de ces accords, prennent à bras le corps pratiquement les accords qu'ils signent. Parce que cet accord, c'était quoi en fait? C'était un accord de suivi. Quel est le résultat aujourd'hui sur le terrain? C'est un résultat totalement mitigé. Cet accord, apparemment, il est resté administratif. C'est juste de l'administration qu'ils sont en train de faire, mais en réalité, sur le terrain, on voit que le travail ne produit pas. Le travail ne produit pas. J'ai un ami, l'adjoint, c'est un ami à moi. Quand je lui pose des questions, vous comprenez que c'est dans le domaine du secret, mais je vous dis très sincèrement que cet accord n'a pas produit assez suffisamment de résultats. Et il ne faut pas transformer cet accord, qui est un accord actif, un accord qui a des objectifs précis, en une histoire administrative où on gère les histoires, les papiers, la paperasse chaque jour, et ça devient comme une institution, comme celle que notre ami de Fonous est en train de gérer. Non, madame. Ces accords ont des objectifs, et très vite. Les gens ne veulent pas atteindre vite les objectifs simplement parce qu'ils doivent continuer à travailler. Non, moi je pense plutôt qu'il faut reviser ces accords, il faut revoir l'orientation de ces accords, au besoin revoir les animateurs de ces accords. Parce qu'en fait, apparemment, moi, ils font le suivi, mais le suivi est passif. Le suivi est passif. Exactement. Le suivi est passif. Il faut faire un suivi de manière à donner des éléments qu'il faut pour mettre fin à l'insécurité, n'est-ce pas, au niveau de la sous-région. Non, on accompagne l'insécurité, on accompagne le désordre, on accompagne les nouvelles guerres, on accompagne l'agression, on accompagne avec le même suivi. Non, le mécanisme de suivi ne doit pas accompagner. Le mécanisme de suivi doit procéder à l'anticipation. L'anticipation, de manière à arrêter des guerres ou des nouvelles guerres et au besoin résoudre les guerres, n'est-ce pas, pour lesquelles ce mécanisme a été monté. Donc, moi je pense que les résultats sont très mitigés et c'est transformé en un service administratif au lieu d'être un administratif anticipatif, n'est-ce pas, et préventif. Malheureusement. Donc vous attendez rien de cette réunion de demain, là, samedi?
Non, personnellement, j'attends tout simplement de revenir sur les accords passés. On adopte le rapport de la réunion passée, et puis après, on fait des petites projections. Mais en réalité, on ne touche pas le fond de problème. On ne touche pas le fond de problème. Ce mécanisme ne doit pas résister 10 ans, 15 ans. Il devait déjà mettre fin à la guerre, et aujourd'hui, on pouvait chercher un mécanisme pour la consolidation, plutôt que pour le suivi et tout ça. Non, on doit faire la consolidation de la paix. Moi, personnellement, je pense que c'est un service administratif qui n'a pas pratiquement d'impact sur les objectifs précis pour lesquels... Exactement. Voilà, il fallait régler à travers cet accord la question de groupes armés, la question de la situation d'insécurité. Mais ce n'est pas pour rien tout le temps. Oui. Je l'ai toujours souligné que cet accord, lorsqu'on l'a signé, on y a placé des miomes qui demandent une intervention chirurgicale réelle pour l'instant. Je vais illustrer un peu mon propos. Vous savez que cet accord a prévu qu'aucun pays ne peut servir de base arrière à des groupes armés. Par exemple. Nous y sommes. Le Rwanda est en train d'agir. Et le mécanisme, cet accord-là, a pris quelles dispositions dans le cas de violation, de sa violation? Il n'y a rien, c'est vide. Donc, l'accord est là avec toutes ces maladies. On l'accompagne, on parle de suivi, mais jusque-là, personne ne dit qu'écoutez, mettons-nous autour d'une table, il faut une chirurgie, de telle sorte que ça devienne contraignante. Kagame a cet accord à la maison. Comme me disait Kadhafi aux Nations Unies, que je votre charte qui ne met pas la paix au monde, je vous la jette. Kadhafi a jeté la charte de l'ONU, son dernier passage à New York. Donc nous avons cet accord. Malgré l'accord, les guerres sont là. Les groupes armés naissent comme des œufs de poux. Et l'accord est très faible. C'est très faible. Ils vont aller parler. C'est bien, c'est pour prendre des pains de gâteaux, des déjeuners, faire des photos. Mais je ne crois pas que ça va changer quelque chose dans la sous-région, madame. C'était que des chapelets de bonnes intentions. Ce sont des bonnes intentions, simplement pour dire que non, nous nous sommes dit, on signe pour la paix. Vous savez, ces gens, parfois, ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères, les politiciens, quand ils signent des accords. Après, loin de ces salles-là, chacun s'est dit, mais lui, il nous prend pour ces imbéciles. Je donne un cas de figure. Mousseveni est venu ici au stade, à l'époque de Laurent Désiré Kabila. On les a reçus à tambour et trompette au stade. Mais à la sortie, Mousseveni dit, mais c'est monsieur quoi que nous, on l'a accompagné parce que nous voulions faire une promenade en RDC. Nous devons nous trouver, nous devons trouver nos comptes. Comment il nous dit que nous sommes ses amis? Non, chez nous, on n'est pas venu parce qu'on est des amis ou bien on voulait faire une promenade en RDC. Nous avons des intérêts, nous devons gagner. Mousseveni l'avait dit à la sortie du stade de Martyrs. Il dit, mais monsieur, c'est propre qui. Mais au stade, on a vu Mousseveni, Laurent Désiré Kabila, donc c'est qui l'a accompagné dans la foulée. Mais quand Mousseveni est sorti, il dit, oh, monsieur tape à côté. Nous ne sommes pas venus faire une promenade inutile à RDC. Nous devons nous retrouver. Nous avons dépensé nos moyens, que ce soit humain, tout et tout. Mais il ne faut pas qu'ils nous disent que merci d'entrer comme ça. Voilà. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de volonté de ramener la paix du côté des partis prenantes? Il n'y en a pas, il y a que des intérêts. Chacun voit que si on met ceci, moi je ne vais plus me retrouver. Eh bien, il faut que je continue. Vous êtes sûr, madame, un voleur est content de voir vos parcelles clôturées. Quand tu le passes, vous l'énervez. Vous l'énervez quand tu le vois tout le temps, le clôture monte, ça prend de hauteur, vous mettez le fil barbelé. Et les voleurs se disent, mais c'est monsieur, il ne sait pas que nous on a des enfants qui doivent manger. Donc c'est comme le prédateur qui entoure la RDC, du genre Paul Kagame. Vous lui faites signer des accords comme ça, vous savez qu'il va s'en moquer. Il dit, mais si je signe cet accord et je le respecte, qu'est-ce que je deviendrai? Il faut que les gens qui siègent là-bas puissent se poser cette question, que pourquoi notre accord est faible, et qui l'ont violé, comment nous devons les appeler à l'ordre. Malheureusement, il y a les grandes puissances. En Afrique, les accords africains sont facilement piétinés parce qu'il y a les grandes puissances qui dominent sur l'Union africaine, tout et tout. Tout ce que vous faites, les organisations régionales, vous regardez toujours l'Europe. Et ce sont les mêmes Européens qui disent, oui, Congo, écoute, Nikézela, qu'est-ce qu'il croit? Il ne faut pas suivre tout ce qu'il te donne là comme conseil. Mais toi, tu es notre partenaire, il ne faut pas te fier à ces équilibrations. Ce sont des histoires inutiles. Voilà, donc cet accord, madame, c'est un accord piètre, plein d'émium. Il en souffre. Mais personne ne pense à bien le soigner. Voilà, Tite, est-ce que vous aussi, vous êtes de ceux-là qui parlent d'un accord morné? Cet accord d'Addis Abeba, d'un morné, on les traite de morné. Écoutez, madame, il faut d'abord revenir sur la case de départ. Hein? C'est-à-dire le temps de référence. Dans quel contexte le cadre a été placé? C'était dans le cadre, dans le contexte d'harmoniser, dans le contexte de créer un climat de paix. C'est ça d'abord le thème de référence. Et si le cadre
ne répondent plus à son sens de fonctionnement, c'est là où le bas blesse, ou c'est là où la population doit s'interroger plusieurs fois. Parce qu'on sait, les cadres d'évaluation a toujours pourtant, la première des choses, le processus par lequel on s'informe sur les déroulements du maintien de la paix. C'était d'abord ça comme élément important. Et ensuite, on doit voir les progrès enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre, excusez-moi pour la tautologie, de ces cadres, et au-delà de ça, des réalisations par rapport au but et aux objectifs. L'objectif, c'était de maintenir la paix. Il y a eu les rebelles qui ont gagné le territoire congolais. Il fallait que les gens réfléchissent autour d'une même table, d'un cadre. Depuis 2013, jusqu'à aujourd'hui, 10 ans après, c'est comme si la République démocratique du Congo accepte de participer à une réunion d'évaluation où nous tournons en rond. Exactement. Où il n'y a pas ce qu'on appelle évaluation. En fait, il y a l'évaluation, il n'y a pas de progrès. Où on ne sait pas. Le M23 qui était un mouvement d'effet, qui est apparu. Aujourd'hui, Kagame qui se présente avec d'autres objectifs, qu'il réclame les terres congolaises. L'Union africaine qui est appelée à protéger les acquis de ces accords, l'Union africaine absente, le parti prenant comme l'Union européenne, les États-Unis et d'autres mécanismes, l'ONU au consort, on voit cette même organisation onusienne qui se déclare incompétente dans la manière de traquer les rebelles, à tel enseigne que même la France régionale est revenue, qui continue à reproduire le même fait que la MONUSCO tentait de faire. Congolais, qu'est-ce qu'on peut se dire? Pour répondre à ta préoccupation, on s'est dit à haute voix, apprenons à sécher dans ces réunions. Il ne faut pas y aller. J'ai dit il ne faut pas y aller parce que tout le monde est d'accord que le Rwanda, avec son protecteur 001, le Royaume-Uni, pourquoi? Parce que le Rwanda va accueillir son problème, c'est-à-dire le problème de migratoire, il faudra des terres. Autrefois, j'avais évoqué sur la théorie de l'espace vital. J'ai dit la théorie vitaliste, peut-être ne m'avait pas bien saisi. C'est-à-dire, c'est une théorie en droit international où un pays peut, au nom, j'ai dit, au nom de sa population qui manque de terres, occuper une terre étrangère. La théorie de l'espace vital. Là, il faut voir le prof Dieu Le Pengo à son âme. Aujourd'hui, nous avons le prof Sambo, il y a des constitutionnalistes qui savent cette théorie. C'est-à-dire la théorie reconnaît. Mais du moins, il faut faire très attention parce que, alors qu'il y a une option internationale qui permet au Rwanda de conquérir des terres congolaises, la RDCD également, chaque fois, je dis bien, chercher en interne un consensus, chercher en interne une mobilisation, chercher en interne de manière qu'on regarde autour d'une même direction pour protéger nos acquis. Voilà pourquoi j'ai dit l'accord cadre, je dis cadre qui a bénéficié d'un temps, d'un moment de réflexion avec des acquis, souffre de manque de progrès, de manque de mise en œuvre de leurs objectifs et de buts. Donc, Il faut revoir. il faut quitter la table de négociation lorsque les termes de référence ne sont pas respectés. Parce que, madame, on peut se dire que aujourd'hui, moi et toi, vous nous invitez dans ces plateaux, c'est-à-dire quand je parle, Nikez, José Congolo doivent se taire. Mais quand je parle, Nikez parle, Congolo parle, finalement, ceux qui nous suivent ne vont pas retenir. Ce sont des accords, c'est des institutions. Donc, on s'attend que pour besoin d'ordre, pour besoin de sérieux, il faudrait que nous puissions observer ça. Mais alors que dans l'accord cadre, il n'y a pas de sérieux. Même les Congolais qui partent, est-ce qu'ils prennent d'abord? Madame, j'ai eu la chance quand même de participer plusieurs fois dans des réunions de haut niveau. Au niveau de la réunion, c'est que souvent vous appelez la réunion avec la Banque mondiale, avec la Banque... C'est-à-dire chaque fois quand ils reviennent, on prend d'abord l'aide-mémoire. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été dit? Est-ce que cela a été respecté? Si cela a été respecté, pourquoi? C'est-à-dire, on pose la question au système. Pourquoi est-ce que le système n'a pas bien fonctionné pour arriver à ces résultats, les résultats préparés en avance? Alors moi, je vous pose cette question. Pourquoi mais madame, je te dis, est-ce qu'on se pose cette question? Quand on se pose pas des questions, c'est que les négociateurs congolais ont un problème. Ou soit,
On doit changer des négociateurs. On doit changer des interfaces. 10 ans plus tard, nous sommes toujours là et en train de plairer. Si on quitte ces poules EAC, nous allons légèrement vers... Mais finalement, pour aboutir à quelle réunion, et c'est l'argent qui sort. Ne vous en faites pas. Tous les groupes armés que vous voyez ici venir, la République démocratique du Congo dépense. C'est dans le cadre des actifs. Et le prochain gouverneur qui viendra va payer cet argent. Alors, pour refuser cette histoire, c'est maintenant que nous devons être sérieux. L'accord cadre, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été fait? Qui a été responsabilité? Quels sont les indicateurs de performance qu'on a réalisés? Quels sont les indicateurs qualificatifs ou quantitatifs? Si tous ces éléments-là, madame, ne sont pas placés sur la table, à haute voix, à l'interne, comme Jean-Pierre Bemba dit, on devait également faire une évaluation de tous. Si le responsable du mécanisme a été incompétent, incapable de nous fournir des acteurs, c'est clair. Merci. Organisation internationale de la francophonie, OIF, n'auditera pas le fichier électoral de la CENI. Le DIRCAF de Louise Mouchikouabo l'a fait savoir au président de la CENI, Denis Kadima. C'est bien qu'ils évoquent des raisons du temps, hein, le timing est court, mais il y a satisfaction du côté de la société civile qui avait d'ailleurs initié une pétition pour appeler à rejeter cette audit de l'OIF pour cause qu'elle est chapeautée par une Rwandaise. Alors, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette décision de l'OIF? Oui, madame. Je reviens d'abord sur le sujet et puis je vais vous donner. Le mécanisme a été créé, ces accords ont été signés, c'était en 2013. Je crois que c'était après l'invasion du 1-23. Aujourd'hui, le 1-23 est encore en plus démocratique du Congo. Ça veut dire que nous sommes rentrés à la case de départ, dans les mêmes conditions de création de ces accords. Voyez-vous? Ça veut dire que ces accords n'ont pas produit et que nous sommes rentrés dans les mêmes conditions de leur création. Donc, le résultat est totalement nul. C'est contre-productif. Je ne sais pas, en revenant là-bas, c'est pour mettre fin aux accords? C'est pour les redynamiser? Ou c'est pour faire quoi? Nous aimerions, nous sommes curieux de savoir ce qu'ils vont dire dans ces accords, parce qu'en fait, nous sommes revenus dans les mêmes conditions qui ont donné naissance à ces accords. Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est un État étranger qui est dedans. Un État étranger qui a été dévoilé, bien entendu, même en 2013, c'était le même État qui était derrière le 1-23. Aujourd'hui, au moins, c'est dévoilé, la communauté nationale le sait. Toujours dans les mêmes conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, ces accords ont été signés, et nous sommes revenus dans les mêmes conditions. Quelle était l'utilité de ces accords aujourd'hui? Quelle est l'évaluation que nous allons faire de ces accords? C'est nul. Morné. Totalement nul. Donc, pour revenir à la rénociation de l'OIF, non, l'OIF devait comprendre qu'il n'avait pas de confiance. Vous ne pouvez pas aller à un endroit où on vous récuse. Exactement. C'est une institution internationale, il ne faut pas qu'il soit sali. Elle a compris tout simplement qu'on ne me veut plus là-bas. On n'a plus confiance en moi. Mais elle a évoqué des non, raisons de timing, de moments. Madame, je vous dis, ce sont des fausses raisons parce que l'OIF avait déjà... la délégation était déjà sur place à Kinshasa. Ce n'était pas pour rejeter. La délégation de l'OIF était déjà à Kinshasa pour ce travail. Ce n'était pas pour rejeter. Si c'était pour rejeter, ils allaient écrire une correspondance pour dire que, compte tenu du timing, nous ne venons pas. Mais ils étaient déjà sur place, c'était pour travailler. C'est quand la société civile s'est mise debout pour récuser l'OIF, n'est-ce pas, dans cette audit du fichier électoral, ils ont compris qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus un climat de confiance. Et à ce moment-là, on fait quoi? On se rétracte. Et l'OIF s'est rétracté. En se rétractant, il ne vous dira pas que c'est parce que le cadre n'inspire plus confiance, il va évoquer d'autres raisons. Il va évoquer d'autres raisons, madame. C'est clair, je crois que c'est une leçon à la fois à l'OIF et aussi à la France, qui a manigancé pour ramener cette dame à la tête de cette organisation. Donc vous comprenez, je l'ai toujours dit ici, qu'il y a un ordre qui prend fin, un nouvel ordre doit être mis en place. Et la France est parmi ces États qui ont manigancé pour que cet ordre, n'est-ce pas, cet ordre politique mondial, n'est-ce pas, arrive, n'est-ce pas, à la fin. Donc, le cadre n'inspire plus confiance à l'OIF. C'est normal qu'une organisation importante, qui se respecte, doit se rétracter et elle a pris ses distances. Tout simplement. Il n'y a pas toutes ces raisons qu'ils évoquent, c'est un prétexte. Alors, Nikes, même si l'OIF s'est retiré de l'audit, mais on ne quittera pas cette organisation. Hein. On n'y quitte pas parce que, pour une ou l'autre raison, nous sommes dans une situation déjà complexe.
nous devons éviter d'ouvrir d'autres brèches. Oui. Quitter cette organisation, il y aura beaucoup d'autres complots qui vont se fomenter contre la RDC. Ça, c'est sûr. Vous savez, la francophonie, c'est quelque chose qui fait front à l'anglophonie. Et aujourd'hui, les anglo-saxons, Jibril, quand ils sont en train de constater la faiblesse de l'OIF, vous savez que l'OIF n'est plus très efficace par rapport à la politique anglo-saxonne. Et la grande faiblesse, c'est la France elle-même. Elle présente le profil bas. Comment comprendre un pays qui était francophone, le Rwanda, quitte la francophonie pour l'anglais avec Kagame? Kagame a dit NON, pas de français, dans son territoire. Et aujourd'hui, la France, pieds nus devant Kagame, prend encore un anglophone ou une anglophone, et la place à la tête. Finalement, la définition même de la francophonie, quand vous regardez dans les documents, avec le choix de la France sur le Rwanda, eh bien, je trouve que c'est un slip porté sur la tête. Donc, je n'y comprends absolument rien. On quitte, et quoi ça, l'OIF ne va pas auditer, mais il faut trouver une alternative. Cholet Donatien Monseigneur qui a parlé d'une alternative qui assure sur le plan de l'objectivité et de l'efficacité. Je ne veux pas tomber dans votre risque et surtout aux paroles de Cholet. Il faut plutôt rentrer sur la responsabilité. Comment est-ce que l'OIF s'est invité dans les textes? Cette histoire remonte de longtemps. Alors que la République démocratique du Congo, dans une histoire liée à la souveraineté de son État, c'est-à-dire l'organisation des élections, nous avons du mal à pérenniser les actifs que nous avons. C'est-à-dire, les experts que nous avons connus en République démocratique du Congo ont fait appel aux parties prenantes extérieures. C'est la CENI qui a toujours invité l'OIF, c'est-à-dire les experts de l'OIF, dans le cadre, j'insiste bien, de l'audit du fichier électoral. Pourquoi ça intervient? Il revient d'ailleurs à l'organisateur. Pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo peut manquer? Parce que vous avez déjà IGF qui est là pour auditer les finances, les recettes et consorts. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre en place une structure spécialisée, autonome, qui ne dépend pas du gouvernement? Vous comprenez? C'est d'abord c'est-à-dire l'impréparation du gouvernement depuis 2006, alors qu'on a accepté d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Quels sont les éléments qui doivent aller pour garantir la célérité, la confiance du scrutin? Toutes les élections qu'on a organisées, quand on publie les élections, le gouvernement est dans l'incapacité, pas le gouvernement. L'organisateur des élections, la centrale électorale est dans l'incapacité de publier les résultats secteur par secteur parce qu'ils sont incapables. Pourquoi la centrale est incapable? Parce qu'elle est désorganisée et on cherche maintenant l'expertise extérieure. Aujourd'hui, le même gouvernement qui a invité l'OIF, comme vous savez, après avoir terminé le processus, ce qu'on appelle de convocation de l'électorat, il faut maintenant voir si réellement l'électorat présenté, c'est cet électorat-là, bien avant la présentation de liste à pouvoir, qui va maintenant être audité par qui? Vous croyez qu'à l'interne, nous n'avons pas des experts? Vous appelez maintenant l'OIF. Ça tourne maintenant sur le plan politique, alors qu'on est en face des données techniques. Je dis bien techniques. Est-ce que c'est la Rwandaise qui viendra donner son influence par rapport à ça? C'est ça encore la fausse information. Quand on parle des experts de l'OIF, c'est-à-dire le pays qui font partie de l'OIF, que ce soit le Rwanda, que ce soit la Tanzanie, que ce soit le Canada, que ce soit le Sénégal, ce sont les experts qui vont constituer. Et deuxièmement, la centrale électorale, autrefois, chose qu'on faisait plus de 15 jours à 20 jours, on vous propose à 4 jours, 5 jours. C'est-à-dire pour dire que Kadima continue à chercher à détruire notre pays par l'organisation d'une élection, j'insiste bien. Donc, c'est 2 semaines qu'on a proposé alors qu'eux voulaient 1 mois. Vous comprenez? Il faut préciser. En réalité, M. Kongolo, est-ce que vous pouvez auditer les fichiers en 5 jours, en 1 semaine ou en 2 semaines? C'est impossible. On a lisé calmement ce qu'on appelle la cartographie électorale de notre pays. Là, je parle comme un initié, on les fait pas dans les secteurs. Pourquoi est-ce que Kadima doit continuer à tourner les Congolais comme des pourris, alors que lui, qui est un expert, entre guillemets, je dis entre guillemets. Donc, je suis désolé, peuple congolais, ce n'est pas que la présence
de la dame Mouchidia comme président de l'UEF. Non, l'UEF est composé des experts de plus de 100 et quelques pays qui partagent pratiquement ce qu'on appelle espace linguistique. Et au-delà de ça, ils ont l'expertise. Si nous ne voulons pas, nous avons la linélite. Nous avons tous ces mondes qu'on a formés, madame. Alors, pourquoi pas créer un cadre spécialisé dans le cadre de l'audit? Voilà déjà Kadima qui nous amène dans un terrain. Il y a salité pour qu'on soit face des élections inutiles, je le dirais à haute voix. Tant qu'on ne va pas continuer à faire confiance aux Congolais, tu as vu aujourd'hui, je termine par là, le chef de l'État a compris en matière d'événementiel, il faut appeler Jésus Noël Chéké. Parce que c'est quelqu'un qui a convaincu. C'est un Congolais. Et pourquoi pas appeler aussi demain Monsieur Congolo par exemple. C'est ça le problème. Donc je suis d'accord avec Félix Tshisekedi qui a dit il faut travailler avec les nationaux, mais pas avec ceux que Kadima est tenté de vouloir nous présenter aujourd'hui. Merci. Oui, madame, il faut dire une chose. Je crois que mon frère n'a pas tort, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions effectivement, après 3 cycles électoraux, nous avons des experts en élection, mais qui ne sont pas organisés, qui ne se sont pas organisés pour autant. Donc on ne peut pas les prendre des individus et les mettre ensemble, mais il faut qu'on négocie avec une organisation. Ce sont des connaissances. Donc les Congolais doivent le faire. Ce sont des valeurs. Mais ici, je voudrais revenir sur ce que mon frère vient de dire tout à l'heure. Oui, ouais. je termine par là. C'est qu'il faut lire le sentiment national aujourd'hui. Donc l'OIF peut faire un bon travail, mais aujourd'hui, quel est le sentiment de la nation, de la nation congolaise face au Rwanda, face à Michel Kouabou? C'est ça justement, il faut éviter ce genre de choses. Parce que vous risquez de gâcher ce que vous croyez bien faire. Merci. Le Rwanda, le Congolais ne veut pas l'entendre. Même si l'OIF peut faire un bon travail. Mais du moment qu'il y a une Rwandaise à la tête, eh ben, les Congolais, vous risquez de gâcher ce que vous Merci voulez. Joseph Kongolo, nous avons fini. Oui, c'est pour dire exactement, dans le sens de la présence de Mme Michel Kouabou à la tête de cette organisation, c'est comme le Poukou qui est en deuil et que les chats s'invitent dans ces deuils. C'est comme l'OIF là avec Michel Kouabou. Merci Nikez Moujadi, merci Tite Lyongi, merci Joseph Kongolo, merci Annie Wapezo, Olivier Longwango, Moro Njambe, merci au coach de kiosque Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, merci à vous fidèles téléspectateurs auditeurs. Nous nous retrouvons demain avec le même plaisir. Au revoir.